For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club. MMA Club spécial en léger. Ça veut dire que par manque de temps, je ne vais pas analyser, je ne vais pas décortiquer les points forts, les points faibles, les stats, les palmarès. Je vais plutôt observer la situation globale et la mettre sur un plateau. Donc quand je dis en léger, c'est vraiment en léger, tranquille. Voilà, je ne vais pas vous ronger le cerveau avec mes stats habituelles. Voilà, on va faire des petits pronos rapides et tout, mais voilà, c'est cool. Si vous êtes d'accord avec ça, eh bien, vous êtes les bienvenus. Et si les habituels décortiquages de cartes vous manquent, elles seront de retour à la fin de l'été, voilà, début automne, parce que voilà, c'est un peu le rush. En attendant, je suis de retour de Paris, de retour d'Ares 7 électrique. je suis vraiment content de reprendre mon recul sur tout ça. Ça fait du bien. Je note plusieurs choses de positives, humainement en tout cas. Les médias ou les fans médias entre eux sont assez sympas. Sandrine de MMA Story France, c'est une crème. Alors pour l'anecdote, on était tous les deux à attendre Abdul pour une interview et elle a certainement vu que j'attendais depuis un peu plus longtemps qu'elle, je pense. Et quand on s'est présenté l'occasion, on y est allé en même temps et en fait elle a capté, elle a dit d'elle-même « Ah c'est bon, vas-y toi en premier et c'est pas grave ». Et j'ai trouvé ça super gentil. Du coup, après coup, je suis allé la remercier. Et après, on a eu la même situation avec Carla Moussou. Alors par contre, pour Carla Moussou, on a dû vraiment attendre longtemps parce qu'il était vraiment sollicité par en plus sur UFC Fight Pass, donc c'était super long. Et quand l'occasion s'est présentée, bah normal, j'ai rendu l'appareil. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas Carla Moussou en interview. C'est parce que du coup, je suis allé faire autre chose en laissant le créneau à Sandrine. Et je suis allé faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Et quand je suis revenu, il était monté dans sa chambre. Donc voilà, mais c'est cool. Autre chose, Damien Lapillus, c'est une putain de crème. C'est lui qui est venu vers moi. J'étais crevé, j'étais dans le hall de l'hôtel, les yeux dans le vide, complètement éclaté de ma journée. Et en fait, c'est lui qui est venu me check fort. Il est venu, prendre la température, donner la force. Il est vraiment cool. J'aime bien, j'ai une bonne connexion avec ce gars. Je l'apprécie vraiment fort. Je suis très content qu'il ait gagné. Et le truc de fou, pour ceux qui l'ont jamais vu en vrai, c'est Thomas Loubersan. C'est un putain de monstre. Il est pas très grand, mais il est imposant. Il a un charisme, le mec. Pourtant, il y avait de la testo dans la salle. Hein. Il y avait de l'ego, il y avait de la testo, il y avait du muscle, hein, pas comme moi. Il y avait vraiment des bons gaillards. Mais Thomas Loubersan, il a un regard, il a une gestuelle, il a une posture. Il est incroyable. Franchement, c'est un monstre. Voilà, c'est un monstre. Lui, vraiment, dans la cage, waouh, ça doit grave envoyer. Voilà. Bon, sur ce, on attaque cette UFC. Ah oui, je voulais dire, si vous avez des questions à la cool sur le backstage, des trucs un peu stylés, envoyez des messages privés, j'y réponds, je screen, ça peut être sympa à partager. Donc, c'est pas des trucs confidentiels ou quoi. Voilà, on attaque cette UFC 276 et je vais commencer par Pedro Munhoz contre Sean O'Malley. Donc, ce qui saute aux yeux avec le Brésilien, c'est cette série de défaites contre des anciens champions. Difficile de situer son niveau d'adversité contre quelqu'un qui a l'attitude et le mental d'un champion. Contre Sean O'Malley. Sauf que lui-même n'a pas réussi à passer un certain cap quand il a combattu contre Chito Vera. Les deux étaient en train de monter en puissance. Et on peut se chercher toutes les excuses qu'on veut. Il y a un vainqueur et un perdant. Et le gagnant, c'était Chito Vera. Voilà. Donc, sur ces 5 derniers combats, Pedro Munhoz, il en a perdu 4. Contre des top 10, des anciens champions, José Aldo, Dominique Cruz par exemple. Il a gagné contre Jimmy Rivera qui lui est hors du top 10 et si je dis pas de conneries, c'était une décision. On peut rapidement conclure qu'on connaît ses limites. Lui qui est classé 9e, donc ça va être compliqué d'aller chercher au-dessus pour moi. Cela dit, c'est pas beaucoup plus facile d'aller chercher derrière du coup. La preuve en est puisqu'il va affronter Sean O'Malley. Qui a laissé passer une fois l'occasion d'entrer dans le top 10 en perdant donc contre Marlon Vera. Mais ce duel me semble un peu plus à sa portée. Donc voilà, contrairement au Brésilien, moi je le vois pas. Je vois pas le Brésilien franchir un énième palier qu'on lui met sous le nez.
Voilà, il a déjà eu plusieurs opportunités, ça s'est pas bien passé. O'Malley, sa deuxième chance, je pense que les ajustements vont être faits. Donc voilà, c'est l'occasion de montrer à tout le monde que le combat perdu contre Chito, c'était un accident. En cas de victoire, c'est intéressant de se dire qu'on se rapproche d'une revanche pour celui qui franchira le vrai palier. Franchement, en cas de victoire, O'Malley contre Marlon Vera. Donc après, je crois qu'il est programmé, hein, Vera. Mais après, ça pourrait être vraiment un truc de fou. Victoire ou défaite d'ailleurs. Avant ça, il faut confirmer hein, contre le Brésilien parce que le combat n'est pas fait, bien sûr. Donc voilà, on passe ensuite à Sean Strickland contre Alex Pereira. C'est un match-up d'artificier sur le papier et pourtant, je m'attends à la purge de l'année. Je sais pas pourquoi. Alors j'ai déjà eu raison 2 fois cette année. Il y avait Esparza contre Rose Namajunas et l'autre c'était... je crois que c'était un combat masculin, je me rappelle plus, putain. J'arrive pas à me souvenir qui c'était. Mais on s'était fait chier. On s'était fait vraiment chier. Voilà, donc j'espère me tromper. Voilà, derrière son côté bourrin et peu orthodoxe, Strickland, il commence à appliquer déjà des game plans plutôt adaptés. Il est patient et il se met plus en danger. Là où avant, il avait tendance à être un peu prévisible et un peu rigide. Je suis un peu inquiet juste par rapport à sa défense debout. Il est encore un peu facile à cibler. Il a tendance à rester droit en face de la cible. Il a du mal avec les moves latéraux. Et c'est là où justement un kickboxer comme Pereira est censé briller. Donc le match-up lui est favorable sur le papier, dans un premier sens, et c'est aussi pour le rapprocher d'Adesanya. Il faut qu'il évite les gros lutteurs besogneux qui pourraient mettre toutes ces lacunes en évidence. Donc il ne peut pas éviter tout le monde, mais tant qu'à faire, autant lui favoriser le sentier. Voilà, moi je suis pas si sûr que ça que ce combat puisse rester debout. Je vois bien Strickland pondre un game plan rugueux, au corps à corps, à mi-distance, empêchant des moves déployés, des prises d'élan et des combinaisons créatives de Pereira. J'ai plus l'impression qu'il va se servir de sa lutte debout, de son grind d'énergie contre la cage. Pourquoi pas essayer de les amener au sol, du genre gagner du temps en dominant sans forcément causer trop de dégâts. On connaît ce style, hein, c'est lourd, c'est long à regarder, c'est besogneux, mais c'est efficace aux yeux des juges. Voilà, moi je pense que Strickland... Bon, j'invente rien, hein. En tout cas je l'ai observé comme ça. Plus il monte, plus il stresse et moins il prend de risques. Moins il est spectaculaire en fait. Voilà, donc c'est compliqué pour Pereira d'être créatif si le pépère en face il fait tout pour pourrir le combat. Et je le vois un peu venir comme ça. Donc évidemment je vais peut-être me tromper, ça se trouve après 2 middle il va s'en prendre une grosse pleine tête et ce sera terminé. Bon, en tout cas je le sens comme ça, je sais pas, on verra. Voilà, je sens la 3e purge de l'année. On passe au co-main event de la soirée. Il est compliqué à présenter parce que tout a été fait, tout a été dit et tout a été vu. Il n'y a que des experts pointus qui ont le droit de pouvoir prétendre à analyser ce combat, tellement on est sur un niveau de classe élite. Voilà, clairement, je ne fais pas partie de cette catégorie. Je prétends pas pouvoir analyser le striking et les déplacements de gens comme Volkanovski et Holloway pour le co-main event. Vraiment, c'est au-dessus de mes capacités, et je pense que c'est au-dessus des capacités de bon nombre d'entre nous. Je peux simplement parler de leur parcours, me poser des questions du genre, est-ce que Holloway a suffisamment évolué ou réévalué son game? Il a battu, ou plutôt abattu, même Qatar, puis Rodriguez, qui pour moi, c'est un petit peu la relève de cette catégorie quand même. Ensuite, est-ce que c'est suffisant pour relever l'adversité dont il a besoin pour aller chercher du neuf? De la remise en question contre un adversaire qui a tenu bon 2 fois. Et on va pas refaire le débat sur qui a gagné, qui a perdu, c'est bon. Le fait est qu'il arrive en challenger, voilà, ça c'est la vérité. Avec soit les mêmes armes que d'habitude, et on imagine mal comment ça peut suffire à battre Volkanovski, puisque c'est déjà arrivé 2 fois. Soit un nouveau game plan inédit, et là on sera au moins surpris de voir innover à ce stade de sa carrière. Et ça peut être très intéressant. Mais est-ce qu'il a les capacités mentales de s'être remis suffisamment en question pour proposer un game plan innovant? Ça, je ne sais pas. En 2021, il avait fait 2 combats, donc cette année, ce sera sûrement un seul. Ce sera sûrement le seul, surtout si on va au bout des 5 rounds, ça risque d'être compliqué. Pour Volkanovski, on est loin des questions d'époque, du genre est-ce qu'il est légitime, est-ce qu'il manque pas trop de charisme pour être champion, il n'a pas l'aura, il n'a pas le style, on est loin dans le futur maintenant, on a vraiment dépassé ça. Et on a un champion qui a la classe à chacune de ses sorties, qui écrase la concurrence. Tous les doutes sont effacés, il gomme le pessimisme, il est vraiment en train de devenir l'arme, sportivement parlant, quasi parfaite.
Il y a Ortega qui avait réussi à avoir sa minute de gloire et c'est pas passé. Le zombie n'a rien pu faire du tout. Donc de mémoire, le seul capable de l'inquiéter au scoring et dans la tête des fans, c'est Holloway. Pour les juges, c'est autre chose. Pour les fans, c'en est une autre. Il sait qu'il peut pas se permettre d'être à 99%. Là, si t'es pas à 100% contre Holloway, c'est même pas la peine de venir dans la cage. Il sait qu'il part pour une guerre de 5 rounds avec un mec qui n'en a rien à foutre des séquelles sur son cerveau, sur son corps. Max Holloway, on a l'impression qu'il a envie de crever dans la cage, donc c'est beau, c'est des belles valeurs, mais c'est aussi très inquiétant parce qu'il a quand même pris pas mal de dommages. On se rappelle, je crois, d'un combat annulé parce qu'il y avait un truc de suspicion dans le cerveau ou je sais plus quoi. Je veux pas rentrer dans un truc que je maîtrise pas, mais des fois, Max Holloway, je trouve qu'il envoie pas les bons signaux médicalement parlant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, moi, c'est un des trucs qui me terrifie le plus, c'est les combattants qui absorbent trop de coups, trop de guerre. Et lui, il est dans le haut du panier pour ça. Et j'ai pas ce fantasme ce truc de démolition dans la cage. J'aime bien quand c'est équilibré, j'aime bien quand ça s'arrête quand il faut. Voilà, moi j'aime pas quand ça va trop loin. Et là, pour le coup, Holloway, je trouve qu'il prend vraiment beaucoup de coups. Bon, bref, c'est deux combattants qui prennent leur temps pour gagner. Ils ont besoin d'un ou deux rounds pour installer le jeu, des patterns courtes, mi- et longue distance, des feintes qui évoluent au fil des rounds. Il y a une baisse de régime qui est quasi inexistante. Et il y a une baisse de morale. C'est même pas la peine d'espérer en voir un se briser mentalement. Ça n'arrivera pas. La deuxième question, c'est un peu ça rejoint un peu la première, hein, qui a le plus évolué et qui a le plus emmagasiné de confiance, de nouvelles armes de champion dans leurs deux derniers combats. Donc il y a eu Holloway qui a surclassé Qatar, Volky qui a ruiné les espoirs du zombie, et des combats plus équilibrés contre Rodriguez pour l'Hawaïen et Ortega pour l'Australien. Donc j'ai quand même l'impression qu'ils en sont toujours au même point. J'ai l'impression qu'on est dans la continuité du match et du rematch. En cas de victoire de Holloway, franchement, ne soyez pas surpris qu'il y ait un rematch immédiat dans la foulée parce que... De toute façon, vous voulez faire quoi, honnêtement? Vous voulez mettre qui derrière? Là, tous les challengers... Oh, putain. Oh, pardon. Là, tous les challengers, concrètement, on vient de les repasser à la moulinette et il n'y en a aucun qui fait le poids, quoi. À moins que le champion, il monte de catégorie et que le perdant, il attende un peu son tour, il y aura rien, quoi. Donc, vaudrait mieux qu'Holloway gagne pour qu'on ait un quatrième combat. Parce que sinon, ça fait 3-0 et c'est terminé. Hein. Vraiment, derrière, c'est mort. Voilà. Voilà pour ce co-main event. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir vos commentaires, vous, savoir qui vous voyez gagner. On va voir. Donc, le combat pour lequel j'ai le moins d'interrogations, c'est le main event. Adesanya contre... pardon. Oh là là. Jared Cannonier, pardon. Donc c'est bien beau de poser les problématiques et de brasser du vent, mais concrètement, les prime momentum de Jared Cannonier, c'est quand même généralement contre des adversaires pas du tout dans la même logique sportive que Adesanya. C'est aussi des adversaires qu'on a vus sur des highlights de Cannonier, donc ça date un peu aussi. Voilà, là aujourd'hui, là c'est maintenant ce qui compte, c'est la logique sportive du moment. La logique sportive du moment, elle ne parle pas pour lui. Donc, au vu de la forme du champion et de ses masterclass à répétition contre des adversaires soit au-dessus du lot, soit carrément d'un niveau champion, j'ai pas beaucoup d'espoir qu'on voie le troisième round. Voilà. Je sais qu'il ne faut pas faire de mathématiques hasardeuses dans le MMA ou dans le sport hein, en général, tout court. Mais franchement, quand je vois Adesanya face à Whittaker 2 fois, et 2 masterclass, ensuite, entre deux, il y a eu Marvin Vettori. C'était une sorte de parcours de santé. Ajouter à ça que Whittaker a quand même dominé Cannonier, que Cannonier n'est pas passé loin de voir le deuxième round contre Derek Brunson. Heureusement que Brunson était calmé dans le deuxième round, donc ça fait quand même 5 arguments un peu contre-courant en fait. Donc moi ce match-up, clairement, il montre à quel point il y a un différentiel d'adversité par rapport à d'autres catégories. En fait, ça exprime à quel point il y a un problème dans cette catégorie où d'habitude les champions peuvent sauter justement à chaque combat. Et là, on est sur un Adesanya qui est bien installé. Alors, il mérite sa place, c'est pas un problème.
Il fait tout ce qu'il faut, hein, même si Cannonier c'est un tueur, je pense qu'il est juste très loin du niveau champion, quoi. Donc concernant Adesanya, le seul intérêt de ce combat, pour moi, c'est de légitimiser derrière une montée de catégorie s'il y a une victoire fracassante. C'est que derrière, on ne pourra pas dire « oui, il fuit un quelconque adversaire, oui, machin ». Non. Et là, il écrase la concurrence. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bouge, mec, va au-dessus. Voilà. On passe au pronostic, parce que j'ai plus rien d'autre à dire sur ce combat. Le prono Munoz O'Malley. Donc moi, je vois O'Malley. Je le vois gagner à la touche signifiante, au volume de coups portés. Attention quand même au Brésilien. Il est souvent sous-coté. Il a montré ses limites lors des gros chocs de sa carrière. Donc moi, je vois quand même O'Malley à la décision. 3 rounds qui vont passer très très vite. Il va y avoir du sport. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'action. Ne clignez pas des yeux. Ensuite, on passe à Strickland contre Pereira. Donc moi, je vois bien Strickland appliquer un game plan purge maximale, mais efficace. Un truc bien relou, empêchant Pereira toute créativité. Un truc genre lutte vraiment lourde pour contrôler sans prendre de dommages. Voilà, Strickland à la décision unanime. Ensuite, on a Holloway contre Volkanovski. Donc, pour Volkanovski qui va défendre son titre, peut-être qu'il n'aura pas besoin de se jeter. Peut-être qu'il aura justement l'avantage de la gestion. Plus le temps va passer et plus il restera champion. Voilà, moi je crois qu'on a tout vu. On a vu tout ce qu'il y avait à voir chez Holloway. Et à moins d'une masterclass surprise avec un game plan déroutant, je vois pas le faire changer la vie des juges. Donc voilà. Je vois Volkanovski gagner à la décision avec les 3 premiers rounds dans la poche ou un TKO dans le 5e. C'est un peu précis, bizarre, mais c'est comme ça. Pour le main event, on a Adesanya contre Cannonier, que j'aurais pas mis main event, du coup j'aurais mis Volkanovski, Holloway en main event, mais bon, c'est pas grave. Adesanya, sans surprise, vraiment, désolé Cannonier, je te respecte, mais même si là on dirait pas, c'est un super gars, peut-être qu'il est pas assez talentueux, juste, enfin je sais pas, je sais pas, je le vois pas comme étant une menace pour le calibre du Stylebender. Ah, je suis quand même content pour lui avec ce title shot. J'espère qu'il va au moins me faire mentir, emmener le champion dans le dur, prendre du following, prendre de la thune. Voilà, c'est cool. Ça, c'est cool par contre, ce côté-là. Mais sportivement parlant, je le vois pas. Après ce que j'ai vu contre Brunson, le premier round, je suis pas si rassuré que ça en fait. Voilà. Petit retour sur les prélims. Enfin, c'est pas un retour, c'est vraiment vite fait. Ne ratez pas les prélims, vraiment, elles sont incroyables. Il y a Jim Miller contre Donald Cerrone. Gaby Green contre Ian Gary, Robbie Lawler contre Brian Barberena, Jaylin Turner contre Brad Riddle. Donc voilà, n'en ratez aucun. Je mets une pièce sur Jim Miller, Barberena, Ian Gary et Brad Riddle. Voilà, je mets une pièce sur ces 4-là. On verra. Sur ce, voilà, je vous dis, allez voir le vlog Ares, c'était cool. Donnez-moi vos retours, partagez. Je vous remercie déjà pour les messages que j'ai reçus, ils sont super sympas, c'est vraiment cool de votre part. Donc continuez à envoyer des petits messages, c'est cool. Voilà, grosse dédicace à ceux qui écoutent dans leur camion, ils se reconnaîtront, je le sais, j'ai la ref. Ceux qui écoutent au taf, ceux qui écoutent au shot, ceux qui écoutent dans leur lit, ceux qui écoutent à la plage, en marchant, en s'entraînant. Merci à tout le monde, vraiment, merci, c'est cool. Levez le pouce sur YouTube, c'est très important pour faire vivre la chaîne. Faites tourner, c'est vraiment incroyable. Les 1500 vues là sur le RS, je m'y attendais pas du tout, c'est cool. Voilà les gars, je vous dis à très bientôt. Comme d'hab, je vous fais des gros bisous.